si je me sens soit agressé par une parole, par un acte, par du monde, par une odeur, par une vue, par des sons, par tout ce que les sens, tout ce dans quoi les sens rentrent en jeu. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Avant, j'aurais presque utilisé le terme d'incompréhension ou de souffrance, et maintenant j'utiliserais celui de force. Je pense que la part essentielle de l'hypersensibilité, chez moi, elle se traduit par une émotivité artistique, essentiellement, et surtout musicale, et donc surtout auditive. Une rencontre m'a permis de le comprendre, m'a permis de mettre un mot sur certaines choses que je jugeais soit irrationnelles dans mes comportements ou mes idées, ou même mes réflexions. Enfin, plus mes réflexions d'ailleurs, et mes idées que mes comportements, parce que j'arrivais quand même à limiter mes comportements, qui pouvaient être particuliers. Donc, si par exemple j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui a fait souffrir quelqu'un, je pourrais sans arrêt remuer, voire ne plus endormir, voire envisager différentes solutions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Comment je l'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Et alors j'ai même envie de dire que parfois en fait l'hypersensibilité elle peut se traduire par l'inaction totale, parce qu'on n'a pas envie soit de blesser, soit qu'il y ait un souci quelconque, soit de faire du mal. Donc parfois il vaut mieux ne pas agir et ne rien faire, ou on n'a pas envie non plus d'échouer encore, et donc du coup on fait encore moins de choses parfois. En fait, quand on est entier dans une relation, quelle qu'elle soit, et entier dans toutes les choses que l'on pratique, et qu'on y met du cœur, c'est-à-dire au sens large, tout son être, finalement, si on se rend compte que l'autre personne n'agit pas nécessairement de la même manière, ça crée un dysfonctionnement, une inégalité et donc une déception, mais l'autre n'est pas responsable du fait qu'elle agit différemment, elle agit différemment, donc c'est aussi à moi de mieux le comprendre, donc c'est pour ça que l'empathie peut-être s'est développée avec le temps. Émotif, rêveur, rationnel. C'est une rencontre qui m'a permis de mettre un mot dessus. En fait, quelqu'un qui me connaissait très bien, qui m'a pas mal cerné. Et j'ai compris que, par exemple, réagir de cette façon à une situation, ou réagir de cette façon à une rupture, ou réagir de cette façon face à la souffrance de quelqu'un, ou avec une œuvre d'art, ou au cinéma, ou devant un bouquin, c'était pas nécessairement anormal, mais que ça portait un nom. On a passé des longues soirées à discuter, à échanger, partager, et je pense que ça a permis de mettre des mots dessus. Elle m'a donné des bouquins, elle m'a conseillé des bouquins que j'ai lus. C'est vraiment cette chose-là, ça s'est fait en douceur justement, et a priori c'est ça, c'est des lectures et des discussions. Une différence n'est pas nécessairement une mauvaise différence, et que il y avait plus de gens finalement qui me ressemblaient que ce que je pensais. Je pensais être un peu isolé, mais en fait au fur et à mesure de rencontres, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et que j'ai appris, peut-être aussi à force de maturité, à faire avec, accepter, sans nécessairement perdre du temps en fait, pour analyser mes réactions ou pour analyser mes comportements. Oui, c'est vraiment le rapport artistique qui a beaucoup changé. En fait. Le fait d'idéaliser, c'est alors de façon très souvent le cliché, c'est qu'on dit oui, il est artiste et donc rêveur. Alors, évidemment, il y a une part de rêverie dans l'art, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une part de rationalité très forte. Donc on peut être en même temps, et je pense que c'est ça presque le paradoxe, on peut être, pour le dire, hypersensible, mais en même temps très émotif, très rêveur, mais parfaitement rationnel aussi. L'hypersensibilité en partage. En fait, l'entourage
connaît pas forcément cette chose-là, ou alors ce qu'une partie de l'entourage a dit, c'est que c'était finalement très à la mode de se définir en tant que tel maintenant. Mais l'entourage proche, après, en fait, finalement, me ressemble quand même beaucoup aussi. Donc c'est perçu comme étant quelque chose que nous partageons, en fait, tout simplement. Et ma mère l'est très clairement, donc c'est peut-être pour ça aussi que maintenant j'arrive mieux à la comprendre et à lui parler, ce que j'arrivais pas à faire par exemple il y a 5 ans. Mon père le comprend pas du tout par contre lui. Il y a des choses on l'a vu justement pendant les vacances encore plus, que j'ai passé avec lui. Il a du mal à le comprendre, il n'arrive pas non plus avec ma maman. Et mon frère, finalement, il n'y a aucun dialogue, donc j'arrive pas vraiment à savoir comment il le prend et comment il le comprend. Mais lui en est certainement aussi un. Et c'est même presque une quasi-certitude maintenant le concernant. Mais sans dialogue, j'arrive pas vraiment à savoir quel est son ressenti. Le test, cette vieille connaissance. Je crois à l'avoir passé petit, en fait, à l'école primaire. Après qu'un instituteur dit à ma mère qui soupçonnait quand même énormément la chose et qu'il fallait le passer avec la psychologue, une psychologue qui lui avait été conseillée. Je crois qu'on avait fait une sorte de pré-test, mais qui permettait pas, je sais pas, c'était pas le grand rendez-vous, parce que je crois que quand même les enfants, ça dure 1 heure ou 1h30, c'est assez long. C'est pas le WISE, mais je crois que c'est assez long. Et on avait fait la première partie. Après, la psychologue lui avait dit qu'il faut un deuxième rendez-vous. En fait, je crois qu'elle avait repoussé parce qu'elle avait... Comme elle, ça lui était arrivé enfant, parce qu'elle avait été diagnostiquée enfant. Je crois qu'elle n'avait pas envie que le traitement soit différent de par cette particularité, parce qu'elle voulait pas, elle avait peur peut-être de l'engrenage qui pouvait suivre, comme l'enseignant qui nous dit il faut aller dans notre établissement, ou l'enseignant qui dit il faut le traiter différemment parce que... Je pense qu'elle avait envie d'intégrer une scolarité parfaitement normale. Alors je souhaiterais le passer. Oui, malgré le fait qu'on m'ait pas mal mis la pression, qu'on ait pas mal insisté, mais toujours pas récemment en fait, pour plusieurs raisons, parce que souvent, dans certains cas, on repousse toujours les échéances, parce que procrastination, c'est quand même un marqueur aussi qui est fort. Et en fait, j'ai l'impression que quand je vais passer le test, j'ai en même temps peur d'être déçu, et peut-être déçu de découvrir quelque chose que j'attendais pas forcément, et j'ai peut-être peur d'être déçu aussi, ou peut-être blessé, j'en sais rien, ou c'est pas une certaine forme d'incompréhension sur le fait que je découvre, je sais pas, j'ai peur en fait parce que j'ai l'impression qu'on est sondé aussi, et parce que je crois que le test c'est pas uniquement un test, il y a aussi un entretien avec la psychologue et c'est quelque chose de lourd, et j'ai toujours la peur d'affronter un autre regard sur le sien. Alors qu'il y a des petits tests qu'on peut faire, mais qui n'ont aucune réalité scientifique, en fait, aucune vérité scientifique, mais c'est les seules choses que j'ai faites. Et en fait, comme je l'ai dit à une amie très proche qui, elle, s'était mise, il y a 2 ans, en fait, elle avait intégré, je crois qu'elle a intégré Mensa il y a 5 ans, 6 ans, et en fait à 30 ans, parce qu'elle avait découvert justement cette différence, et pourquoi est-ce que parfois elle se sentait pas bien, parfois elle se sentait pas bien entourée, ou elle se sentait à l'écart. En fait, elle l'a passé, et depuis, on est très amis depuis cette période-là, et c'est elle qui m'a dit que je devrais le passer. Je lui dis, mais ce que tu me dis est faux, de toute façon je le suis pas forcément, j'ai une forte sensibilité, c'est une évidence, mais je crois pas être surdoué en quoi que ce soit. Et c'est pas sa théorie. Et elle me dit, je me suis jamais trompé, ça fait 3 personnes que j'enjoins à passer le test, et ça fait 3 personnes qui réussissent, si t'es ma 4e personne et mon échec, ça m'étonnerait quand même très fortement. J'ai peur d'aller peut-être la voir, lui dire, mais c'est pas ça, tu vois, t'as fait une erreur, mais elle se sentait pas bien dans sa vie. Et avoir vu sa psychologue et mettre un mot sur ces choses-là, et se retrouver ensuite un cercle qui partage la même particularité, entre guillemets, ça lui a permis de se sentir beaucoup mieux. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir forcément besoin d'être rassuré, parce que j'ai l'impression que je peux aussi très bien fréquenter des gens qui n'appartiendraient pas nécessairement au même cercle. Mieux se connaître, mieux s'accepter. Je pense que le problème essentiel, c'est ce que je faisais surtout, c'était de tout garder
jusqu'à un point de rupture parfois. Mais comme je suis pas un tempérament violent, c'était jamais de la violence, comme c'est le cas de certaines personnes dans mon entourage qui peuvent avoir des comportements violents aussi à force d'accumuler. Mais ça pouvait être presque une violence verbale envers d'autres aussi. Enfin, donc j'ai appris à extérioriser plus souvent, ou à ranger dans un coin, évacuer, recycler les pensées. J'étais un enfant qui était très 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 énergique, extrêmement hyperactif. Bon, pas dans le cadre du cours, mais à l'extérieur, j'avais une question pour tout, pour chaque chose. J'avais un besoin perpétuel de toucher tout ce qui existait autour de moi. Il fallait que je touche l'objet pour comprendre comment il était. Je veux dire, quand je voyais une matière, mais même maintenant en fait, je vois une matière quelconque, en fait j'ai besoin de la toucher parfois parce que je sais pas, ça a l'air mou, ça a l'air souple, ça a l'air dur, ça a l'air doux, ça a l'air rugueux, mais quand j'étais enfant, il fallait que je touche, en fait, tout le temps. Et j'avais une question qui suivait une question, qui suivait une autre question. Et c'était très très pénible pour mes parents. Mais ma mère l'a accepté assez bien. Et elle arrivait à être plus patiente. Je me souviens par exemple que mon père, pour répondre. Quel genre de famille Alors des parents mariés, enfin pas mariés, qui sont mariés beaucoup plus tard, mais qui étaient ensemble, avec un petit frère et un grand frère qui était le premier fils de mon père d'un premier mariage, dans une famille de classe moyenne, dans un appartement plutôt confortable, dans un quartier un peu difficile, à Paris, dans le 19e arrondissement, à Stalingrad, mais dans une cellule familiale équilibrée, sans excès. A priori, ça s'est bien passé. Alors après, je suis allé à l'université en musicologie, en Sorbonne, je crois qu'on dit ça, et pas à la Sorbonne, à Paris 4. J'étais au CRR de Paris, en parallèle à mes études de musicologie, pour continuer en histoire de la musique, analyse, écriture, etc. En parallèle à mes études, je travaillais en collège, et j'ai beaucoup apprécié l'expérience, et finalement j'ai passé les concours de l'enseignement, et ça fait 8 ans que je suis professeur d'éducation musicale en collège-lycée. Je pense que Mozart, en particulier Mendelssohn, compositeur, me bouleverse le plus parce que, en fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut écrire des œuvres aussi géniales dans la technique, dans la perfection de toute l'écriture de façon purement analytique, et en même temps qui arrachent autant à l'écoute, qui peuvent autant faire ressortir d'émotions. Et c'est en même temps cette association de la perfection de l'écriture et de la beauté de chaque thème, de chaque mélodie qui est admirable. Et les personnages qui ont écrit ça sont des personnages qui, les deux, sont intéressants dans leur parcours parce que, je sais pas, tous les déséquilibres de la vie de Mozart sont en même temps très fascinants. Plaisir, force, attente. En même temps, j'en attends beaucoup. Et en même temps, c'est ce caractère, on attend aussi, on exige beaucoup, même exigence plutôt qu'attente en fait. Voilà. Une certaine exigence vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et pas que vis-à-vis des autres en fait, soit avec les autres. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.